la chance donc d'avoir aujourd'hui donc Olivier Raymond, qui est chef statisticien du comité, et également Alexis Giret, qui est directeur du CNR. Je vais leur laisser la parole dans un instant. Et nous voulions également, pour on va dire commenter ces chiffres, avoir donc un témoin, un transporteur, et nous avons donc le plaisir d'avoir donc Julien Depeau, donc du président du groupe Depeau, qui sera notre grand témoin durant cette conférence. Alors, Alexis, juste avant de rentrer dans le détail et d'avoir aussi vos commentaires et l'analyse avec Olivier, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la mission du CNR? On peut dire qu'il est indépendant avant tout? Oui, quelques mots, bien sûr. Alors, bonjour Hervé, bonjour à tous. Le Comité national routier, ses missions sont, ainsi que ses statuts, c'est important de le savoir, sont dans le Code des transports. C'est transparent, tout le monde peut les consulter. On a une mission de service public, de par la loi également. Le financement, il est public, c'est le ministère des Transports. La gouvernance, c'est important pour comprendre l'indépendance peut-être. La gouvernance, c'est des représentants des transporteurs, c'est le ministère des Transports, et c'est aussi des personnalités qualifiées, indépendantes du monde des transports. Ces gens-là donnent les grandes orientations des travaux. Les services sont en liberté éditoriale, on va dire, et surtout sont contrôlés par un conseil scientifique au niveau de la méthode et des résultats. Au conseil scientifique, par principe, par statut, il n'y a aucun transporteur. Il n'y a que des professeurs d'économie de l'université ou des statisticiens de l'INSEE. Vous voyez. Les missions, c'est d'être un observateur économique du marché de transport routier en marchandises et en voyageurs depuis 2 ans. On produit de la statistique publique et on fait des référentiels, des choses très concrètes comme les indices, par exemple. Voilà. Nos résultats, d'ailleurs, nos méthodes, elles sont transparentes, on les affiche, on peut en parler si vous le souhaitez, et nos résultats, a priori, sont vérifiables aussi. Voilà. Alexis, avant de commencer, un mot sur la conjoncture générale actuelle. Ah oui, alors la conjoncture, avant de rentrer vraiment dans le transport routier de marchandises, sur l'inflation des coûts du transport routier de marchandises, on peut dire quelques mots sur la conjoncture économique qui est mauvaise, qu'on soit à l'échelle mondiale ou européenne. En 2023, on parle encore de prévision parce que l'année n'est jamais complètement terminée, mais en 2023, la croissance mondiale elle se situe à 3% et on ne devrait pas faire mieux l'année prochaine. En revanche, il y a de l'inflation. Et ça, c'est un peu partout pareil. Voilà, peu de croissance et beaucoup d'inflation. On va être à 7 en 2023 et l'année prochaine, 3%, mais tout le monde vise 2, donc c'est encore trop. À l'échelle européenne, c'est pire. La situation est pire, c'est-à-dire que la croissance est encore plus faible. En 2023, on va finir entre 0,7 et 1,2%. Il y a des pays qui vont mal, comme l'Allemagne, vous avez entendu parler, en tout cas j'espère, parce que pour moi c'est essentiel. L'Allemagne a fait 2 trimestres de récession cette année. La croissance prévue sur l'Europe, elle est de 1,2% pour 2024. Et au niveau de la France, on a une croissance du PIB qui vient d'être revue à la baisse. Et on était à 1% dans beaucoup de prévisions. L'OFCE vient de redescendre à 0,9. C'est pas grand-chose, mais c'est plus au-delà du symbole. Ça veut dire que si en fin d'année, les gens commencent à réviser à la baisse, ça veut dire que clairement, on ne fera pas les 1% probablement à la fin de l'année. Pour 2024, les prévisions, c'est entre 0,8 et 1,5 selon les prévisionnistes. S'ils font un budget de l'État ou pas, par exemple. Et le taux d'inflation sur cette année, on devrait s'arrêter autour de 5. Et l'année prochaine, il serait encore prévu entre 3 et 3,5. C'est encore beaucoup. Voilà. Ce qui est important aussi de ce qu'on peut regarder sur la France, c'est le taux de chômage, un indicateur important. On a le point d'inflexion cet été et là ça commence de la courbe du chômage et ça commence à repartir légèrement à la hausse.
Les taux d'intérêt sont au sommet, partout dans le monde, mais en France en particulier. Et puis, vraiment, pour ce qui est du transport routier de marchandises, on a un indicateur en unité physique qui est fait par le SDES, qu'on regarde. Sur le compte d'autrui, en 2023, en France, on a une baisse des 2 premiers trimestres, les derniers résultats disponibles, on n'a pas les suivants, mais sur les 2 trimestres, le premier semestre 2023, pour faire simple, on a une baisse de moins 9,4% de l'activité de transport routier de marchandises. C'est considérable. Donc par rapport le transport, une fois de plus, je dirais, amplifie ou devance, ou les deux, les phénomènes de l'économie générale qu'on peut avoir en France. Et les études de conjoncture sur la fin de l'année ou sur 2024 restent négatives sur le TRM. Voilà. Alors, Alexis, justement, on prend souvent certains secteurs comme indicateurs, comme baromètre pour l'économie, on va dire, notamment le bâtiment. De plus en plus, d'ailleurs, on le remarque sur le transport routier. L'inflation est également entrée dans les entreprises de transport. Oui, complètement. Et là, on va voir les chiffres, hein, c'est le propos d'aujourd'hui. Et là, ça amplifie plus encore. Hein, donc, on va vous présenter l'évolution du coût de revient en transport routier de marchandises. Et on est au-dessus de l'inflation. On disait 5 pour l'économie française cette année. Et bien, on va être autour de 6,3 cette année. Et 6,8 l'année prochaine sur les coûts hors gazole. Alors, je m'arrête sur 2 minutes sur effectivement, voilà, ça c'est les résultats principaux. On va vous présenter ensuite les détails et vous allez retrouver systématiquement les choses qui sont là. LDEA, REGEA, tout ça, je vais vous dire ce que ça veut dire quand même. Oui, donc, on étudie tout au long de l'année, depuis des décennies maintenant, des profils de véhicules et d'activités qui sont emblématiques, qui sont les plus importants. On ne peut pas tout étudier, mais ceux-là font référence. LDEA, ça veut dire ensemble articulé. C'est le tracteur semi le plus traditionnel, 5 essieux, 44 tonnes de PTAC. EA, c'est ça. Et donc, soit il est exploité en longue distance, soit il est exploité en régional. La coupure, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est la pratique au CNR, c'est le critère social, c'est savoir si le conducteur rentre chez lui ou pas le soir. Voilà. S'il rentre chez lui tous les soirs, on est là, et s'il fait plus de 6 découchés par mois, on est en longue distance. Et on a aussi un indicateur sur le régional porteur. Voilà. Ces chiffres sont moyenne annuelle, hors carburant, vous voyez, et donc on peut décliner autour du 6,3, hein, c'est un chiffre un peu central. On a des petites nuances, on va être à 6,1 en longue distance, on va être à 6,3 en régional, EA, et 6,2 en régional porteur. Et l'année prochaine, nos prévisions vont un petit peu au-delà. 6,6 en longue distance, 6,7 en régional ensemble articulé, et 7% en régional porteur. Donc toujours beaucoup d'inflation des coûts, on parle de coûts de revient ou de coûts d'exploitation ou de prix de revient pour l'année prochaine. Voilà. Merci Alexis. Alors avant de revenir plus dans le détail avec Olivier, Julien, vous êtes notre grand témoin, vous représentez les transporteurs. Revenons donc justement à cette inflation. Comment vous la vivez au quotidien, des frais de structure de plus en plus importantes. On le voyait également avec les nouvelles énergies, des choix de plus en plus compliqués, des tarifs notamment d'acquisition de véhicules plus importants. Comment vous vivez justement cette inflation aujourd'hui ? Sans remonter trop loin, on va dire sur les 3 dernières années, période Covid, on finit par en avoir marre d'en parler, mais quand même la profession a été au premier rang, elle a été présente et elle y a laissé des plumes. Même si on a été un peu aidé, on y a laissé des plumes. Et sorti de cette crise, on est arrivé directement dans une période fortement inflationniste, qui a touché toute l'économie, mais qui nous a fortement impacté. On a vu d'un seul coup nos matériels, les investissements, on avait du mal à avoir nos matériels, et en plus ils coûtaient de plus en plus cher, des 15-20% d'augmentation, les pneumatiques, les assurances, etc. Et on a un secteur d'activité qui est fortement capitalistique.
il faut quelques euros quand même pour faire notre métier et investir. Par contre, il y a un résultat qui est très faible. Et cette période fortement inflationniste qu'on subit, la difficulté qu'on a à gérer, c'est que probablement, elle est de l'ordre d'au moins 10 fois le résultat net d'une entreprise de transport. Donc quand on se balade d'une année à l'autre avec ce niveau de variation de nos coûts de revient, ça peut rapidement mettre en difficulté les entreprises. Et je pense qu'il y aura d'autres sujets sur l'impact suivant les différents postes, mais c'est un sacré défi à relever par la profession. Ça manque de visibilité. Pour le moins. De plus en plus prononcé. Alors je vais laisser la place, comme promis, à Olivier Raymond. Olivier donc va vous parler plus dans le détail. Donc qu'est-ce qui a augmenté et pourquoi? Non, je t'invite si tu veux. Ouais, merci. Allez. Je prends la zapette. Comme l'a dit Alexis, l'inflation est durable et est apparue il y a 2 ans massivement dans le transport routier de marchandises. Tous les ans, on fait une étude explicative pour savoir comment ont varié les coûts sur l'année en cours et puis on fait des prévisions sur l'année future, donc là sur 2024. Un petit point d'introduction rapide. On utilise des hypothèses tutélaires, des données connues de tous, des hypothèses prudentes et réalistes pour faire nos prévisions. Alors, issues de données officielles, type projet de loi de finances, Banque de France, INSEE. Par exemple, l'inflation générale, plus 2,6 en 2024, c'est ce que nous dit le PLF. Pour la Banque de France, c'est plus 3,1 pour l'inflation des coûts des services. Donc tout ça, on l'utilise et ça se répand dans nos prévisions 2024. Donc poste par poste, on y va. Alors, le premier poste, je vous parle de prévision, mais il se trouve que c'est le seul poste sur lequel on ne fait pas de prévision. C'est le carburant, puisque, comme vous le savez, c'est un élément de coût très volatile et qui varie de façon erratique et peu linéaire d'une année sur l'autre. Donc il est très difficile de faire une prévision sur l'année future. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année 2023 C'est qu'on a assisté à un repli des cours du gazole, des prix du gazole et évidemment de l'indice CNR carburant GNV. Là, je vous présente la courbe de l'indice CNR gazole professionnel qui tient compte de la fiscalité spécifique due au titre du transport routier de marchandises. Elle n'a pas bougé en 2023 et, sauf cataclysme, elle ne bougera pas en 2024. D'accord ? C'est un élément de stabilité. Même si les prix ont légèrement diminué, on le voit sur la courbe en 2023, on reste à des niveaux bien supérieurs de ceux qu'on avait observés auparavant en 2020, en 2021. Donc l'effet dont parlait Julien est encore présent sur ce poste, qui est globalement couvert, plus ou moins, par les phénomènes d'indexation légale. Donc ce n'est pas un élément constitutif de nos prévisions. La principale composante de coût demeure le poste social, et plus particulièrement le poste conducteur. Alors là, sur 2023, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une inflation très marquée, proche de 8%, salaire plus charge d'un conducteur, donc c'est très, très impactant pour une entreprise de transport. On a appliqué dans nos chiffres, s'agissant d'un exercice de calcul annuel, l'accord du 11 octobre 2023 qui revalorise les salaires minima conventionnels de 5,4% en décembre. Vous voyez que 5,4%, ça n'apparaît pas dans le graphique, on est plus sur du 8%. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène mécanique sur les charges payées par les entreprises, qui s'appelle la réduction générale de charges, les allègements Fillon. Plus on augmente le salaire, moins l'entreprise bénéficie d'allègements. Donc automatiquement, il y a un surcoût qui est très important, puisqu'on passe de 5,4 à 8% en moyenne annuelle. Inversement, quand le SMIC est revalorisé, ce qui est arrivé en janvier et en mai 2023, eh bien, l'entreprise bénéficie de plus d'allègements, et donc l'indice CNR correspondant, qui est l'indice conducteur que vous connaissez certainement, eh bien, il va diminuer. D'accord. Pour 2024, l'inflation générale qui est prévue, qui est de 2,6 pour le PLF, aura certainement un impact sur les minima conventionnels. C'est ce que prévoit aussi le PLF avec une augmentation de 3,1 des salaires. D'accord. Donc nous, on a impacté cette augmentation en juillet pour trouver un point médian sur l'année, comme un balancier qu'on fait façon une pendule, quoi, vous voyez. Et ça nous permet d'avoir une prévision complète annuelle qui est très importante, puisqu'on est proche de 10%, avec le même phénomène sur les éléments de charge. Depuis 2 ans, ce poste a été revalorisé. Si on parle, alors ça ne paraît pas, si on parle 2022-2023, l'indice CNR a augmenté de près de 15%. D'accord. Sachant que c'est la première composante de coût et qu'elle représente environ 30% des charges d'une entreprise de transport. Le second indice concerné par ces scénarios sociaux, c'est l'indice frais de déplacement, donc dû au conducteur. Il évolue selon le même schéma que l'indice précédent,
avec l'imputation en décembre de l'accord du 11 octobre 2023 qui revalorise de 5% les indemnités forfaitaires inscrites dans la convention collective. Pour 2024, on a retenu la même hypothèse de hausse de 3,1% en juillet, d'accord, compte tenu de l'évolution des salaires qui est tabulée dans le PLF pour 2024. Et au final, on arrive sur une prévision proche de plus 6,2%. Sachant qu'en 2023, le poste a augmenté de 6,4%. Donc on est encore dans des intervalles d'évolution très importantes, toujours supérieurs à 5%. D'où le chiffre que nous a présenté tout à l'heure Alexis, d'hausse du coût de revient hors gazole, très important, compris entre 6 et 7% selon les secteurs. Passons ensuite au véhicule. Donc le coût de détention du véhicule, coût fixe. On dit que c'est un coût fixe, pourquoi? Puisqu'il est supporté par l'entreprise, quelle que soit son activité. Tout à l'heure, Alexis nous a parlé de la baisse d'activité qui est ressentie par les entreprises depuis le début de l'année. Quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, eh bien, le coût fixe y tombe. Évidemment, on paye le véhicule. Et puis, cette composante englobe aussi l'assurance. Donc, votre véhicule, il est assuré, quelle que soit l'activité du véhicule. Alors, tout à l'heure, Julien nous l'a rappelé, il y a une inflation très marquée des véhicules de transport depuis 2 ans. On parle de plus 15, plus 20%. Évidemment, c'est très dispersé selon les cas, en fonction du niveau de commande, en fonction du type de véhicule, en fonction de l'activité de l'entreprise. Nous, on a relevé une inflation moyenne des prix de véhicules de 13% en 2023. Donc c'est très important, c'est proche de 15%. Avec une augmentation du poste assurance de plus 3,2%. Si bien qu'au final, quand on mouline tout ça, dans nos matrices de calcul, on arrive à un relèvement du poste de 4% pour un ensemble articulé en 2023 et de 3,7% pour un porteur. Pour 2024, on situe un niveau d'inflation un peu plus faible, à 3%. Pourquoi? Parce que de l'avis de tous les experts qu'on a consultés pour établir ces prévisions, eh bien, l'inflation sur les prix de véhicules en 2024 devrait être un peu plus inférieure à celle de 2023. Il reste toutefois un reliquat d'inflation qui va être lié à l'obligation à partir du 1er juillet 2024 de l'instauration du nouveau règlement européen sur les équipements liés à la sécurité générale des véhicules. Vous savez, c'est tout ce qui facilite les éléments de conduite pour l'attention du conducteur, pour l'antifranchissement de ligne, etc. Il y a tout un package, il y a 11 mesures, je crois, qui vont devenir obligatoires à partir du 1er juillet et donc qui vont impacter le prix de véhicule de manière non négligeable, mais moins importante que les effets liés à la crise qu'on a vu en 2022 et en 2023 sur l'offre et la demande de véhicules et sur tout ce qui était lié à la hausse des matières premières avec Covid. Mais ce n'est pas le lieu de la conférence. Donc je ne creuse pas plus sur ce sujet, puisqu'on pourrait en faire des heures. Je crois que tu fais d'autres conférences sur ce sujet. Alors, pour l'assurance, on a retenu une hypothèse conservatoire et relativement prudente d'augmentation de 2,6%, similaire à l'inflation tabulée dans le PLF pour 2024. Donc au final, on arrive avec ce schéma d'hypothèse à une inflation quand même très impactante de 3%. Poste suivant, toujours un poste véhicule, poste de maintenance. Alors, c'est un indice composite du CNR, la maintenance, qui a 3 sous-composantes. L'entretien-réparation, l'AD-Blue, qui est apparu depuis quelques années avec les dernières générations de véhicules, et les pneumatiques. Donc, en vertu des hausses et de l'inflation sur 2022 et 2023, l'entretien-réparation et les pneumatiques ont augmenté d'environ 7%, avec le même schéma lié à la hausse des matières premières et puis aux ruptures des chaînes logistiques sur les pièces et sur tout ce qui provenait d'Asie principalement. Donc il y a eu une forte inflation pour les transporteurs de tous ces équipements. L'AD-Blue enregistre un reflux en 2023, mais c'est un reflux relatif, puisqu'il avait atteint en 2022 des niveaux records. Beaucoup de transporteurs s'en plaignaient, on parlait de 200-300% d'augmentation. Donc il y a une légère baisse en 2023, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un poste qui est encore très minoritaire, qui pèse en moyenne entre 0,5 et 1% du prix de revient d'un véhicule. Donc il y a peu d'effet sur l'indice. Donc au final, sur 2023, le poste maintenance a augmenté de près de 5%, 4,4%. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis pour 2023, mais vous le voyez en 2024, il y a aussi la prise en compte des personnels d'atelier pour l'entretien-réparation qui évolue selon le même schéma de modélisation que le conducteur, d'accord, avec des indices sociaux et puis des éléments de charge. Pour 2024, le personnel d'atelier verra ses salaires augmenter dans nos prévisions de 3,1%, comme le conducteur, c'est le même raisonnement. Et pour les autres charges,
Il est encore trop tôt pour prévoir un petit peu comment vont se comporter vraiment les pneumatiques et puis l'évolution de toutes les pièces et tous les constituants de l'entretien-réparation. Donc on a retenu une hypothèse prudente et conservatoire, similaire à l'inflation tabulée dans le PLF pour 2024, donc plus de 6%. Et on obtient une prévision, là pour le coup, supérieure à 5%, plus 5,2%. Dernier poste dans mon analyse d'évolution des coûts kilométriques d'un véhicule, ce sont les infrastructures et plus particulièrement le péage. Donc il y a deux sous-composantes dans ce petit poste. Dans ce poste, c'est les péages et la taxe à l'essieu. Bon, la taxe à l'essieu, c'est un poste très minoritaire qui a changé depuis de nombreuses années, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Par contre, les péages augmentent régulièrement tous les ans, ça vous le savez, hein, c'est au 1er février de chaque année. C'est plus 5% en février 2023, d'accord. Ils augmentent comment? Avec des formules qui sont inscrites dans les contrats entre les concessionnaires, les sociétés concessionnaires et l'État. L'arithmétique de la formule, tout le monde la connaît, c'est proportionnel à l'inflation, plus des majorations plus ou moins variables et diverses selon les compensations qui sont données au réseau. Ça peut être lié à des investissements ou à des choses qui sont sur le passé, comme le gel des tarifs de péage qui avait été décidé en 2015 et en fait qui s'est reporté tous les ans. Donc pour 2023, on a fait mouliner ces formules et on a intégré le dernier taux d'inflation qui nous avait été communiqué par l'INSEE. On obtient plus 3% en 2024. D'accord. Enfin, si je ne me trompe pas, dernier poste, les coûts de structure, parce que pour avoir un coût de revient complet, il faut aussi parler de la structure. La structure sont les personnels administratifs, les coûts des locaux, les coûts des services ou bien les coûts des énergies qui ne sont pas de propulsion de véhicules. C'est en fait tout ce qui ne participe pas directement à l'exploitation du véhicule. Ce sont des coûts indirects, d'accord, mais qui sont nécessaires et qui sont de plus en plus importants en fait et qui subissent une inflation marquée. On voit de l'ordre de 7% en 2023. Ça représente entre 15 et 20% aujourd'hui du coût de revient d'un véhicule, donc c'est non négligeable. On a toujours l'impression, on a toujours envie de les négliger dans l'analyse économique, mais c'est un tort à mon avis. D'autant plus que ce sont des coûts qui sont difficilement ajustables quand il y a une baisse d'activité. On le voit bien actuellement, l'activité a fortement diminué, et donc il y a toujours un effet retard pour adapter sa structure. Et tant que l'entreprise n'a pas adapté sa structure, eh bien là, pour le coup, il y a des surcoûts. Alors ces évaluations sont faites toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, et elles ne tiennent pas compte des variations d'activité. Donc ce sont quelque part des évolutions qui sont un peu minimales. Et certainement, en fonction des évaluations que chaque entreprise pourra faire avec sa structure ou son activité, elle pourra retrouver des choses qui sont plus importantes dans la réalité des faits. Donc en longue distance, on obtient en 2023 une hausse de 6,8% et en régional de 7,7%. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en fonction des activités, on répartit différemment dans le panier des coûts de structure chacune des sous-composantes. Le personnel administratif, qui est la principale composante, contribue plus à l'indice en régional, l'indice coût de structure, qu'en longue distance. C'est le résultat de nos enquêtes. Donc le personnel administratif a évolué en 2023 selon le même schéma que le conducteur, donc environ plus 8%. Les coûts des locaux plus 6,3%, les coûts des services plus 3,8% et le coût des énergies hors propulsion plus 12%. Il faut savoir qu'en 2022, ce coût de l'énergie avait complètement flambé. C'était vraiment très important. Ça reste un coût très minoritaire. On parle d'énergie pour le tertiaire. On n'est pas là sur les nouvelles énergies, on n'est pas sur l'électricité, soyons clairs, qui servira ou qui sert d'ores et déjà pour faire rouler les véhicules électriques. C'est vraiment pour les bureaux. Pour 2024, on a retenu le même schéma d'hypothèse que pour le conducteur en personnel administratif, donc plus 3,1 en juillet. Et les autres charges, eh bien, il est encore un petit peu trop tôt pour savoir comment vont s'impacter dans les entreprises exactement cette baisse d'activité, dans ces charges. Eh bien, on a retenu une hypothèse prudente et conservatoire d'augmentation de 3,1. C'est la prévision de l'INSEE sur l'inflation sous-jacente des services. Et au final, on arrive sur une hypothèse, enfin sur des prévisions toujours importantes, supérieures à 5%, de 6% en longue distance et 6,2% pour 2024. Voilà, Hervé, j'en ai fini. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on revienne sur la vue numéro 7, parce qu'on est passé un petit peu vite sur les véhicules au gaz. Je ne les ai pas mentionnés, les véhicules au gaz. Alors ils sont page 7. 7,
Voilà. Donc là, tout ce qu'on vous a présenté concernait des poids lourds au gazole, c'est ce qu'on étudie depuis tout le temps. Et depuis plusieurs années, le CNR s'est mis sur les énergies alternatives. On a commencé par le GNV. On a un indice sur le carburant GNV, carburant seul, par rapport au poids lourd, depuis au moins 2020, 2021. C'est sur notre site, n'hésitez pas à l'utiliser. Dans le GNV, c'est un indice qui comprend les variations à la fois du GNL, du GNC et du bio-GNC. Ça varie à peu près pareil et tout est inclus. C'est une enquête propre au CNR. On est producteur de cette statistique par interrogation mensuelle. Et on fait des indices synthétiques ou synthétiques hors gazole que vous avez devant vous à l'écran. Et là, qu'on traduit dans cette étude annuelle aussi. Depuis juin 2022, vous avez tous ces référentiels, ça va au-delà du carburant. Vous avez l'évolution des coûts sur tous les postes et en indice synthétique, des poids lourds GNV. Alors, en longue distance, on étudie le véhicule au GNL, c'est la colonne de gauche, et en régional, ensemble articulé, en gaz comprimé, GNC. Donc là, l'inflation générale, en tout cas hors carburant, sur ces véhicules-là, elle est similaire à ce qu'on a vu en gazole. Elle est donc à 6,1 en longue distance et 6,4 en régional pour 2023. Et on a des prévisions autour de 6,7, 6,8 pour l'année prochaine. Voilà. Ce qui va être spécifique dans les indices, c'est surtout le... Alors là, on est hors carburant, donc c'est ce qui est le plus spécifique, mais c'est en dehors de ces chiffres. C'est, par exemple, dans la maintenance, il n'y a pas d'AD-Blue sur un véhicule au gaz. Voilà. En revanche, le conducteur ou les structures, ce sont les mêmes. Voilà. Et donc, Alexis, pour la suite, on parlait beaucoup tout à l'heure sur la conférence, pendant la conférence sur les ZFE des autres énergies. Tu en parlais, électrique et tout, les autres solutions. Oui, alors on y va progressivement. Tout ça demande vraiment du travail. Ce sont des producteurs de statistiques. On ne sort pas comme ça des chiffres légèrement. Donc on a mis en place des enquêtes sur le carburant GNV, sur l'ensemble du coût d'exploitation de 2 types de poids lourds GNV ces années récentes. Et puis pour aller vers les autres énergies, alors on manque un tout petit peu de moyens de production en ce moment pour développer tout ça, parce qu'on n'abandonne pas quand même le gazole qui reste la référence. Donc on va faire, cette année, on va sortir avant la fin de l'année des fiches TCO, parce que pour donner quand même de façon assez simplifiée une première vue de ce que peut être le coût d'exploitation sur les autres énergies, le B100, le HVO, l'électrique sur plusieurs profils, notamment sur des plus petits formats, du porteur et même du VUL. Donc le but, c'est de donner un minimum d'informations et puis quelques chiffres de coûts d'exploitation. On n'est pas encore dans l'enquête statistique, là, on est à dire d'experts après avoir consulté vraiment toutes les sources possibles. Et puis on espère, dans les années qui viennent, pouvoir progressivement mettre en place des enquêtes lourdes sur ce qu'est le coût de l'électricité, sur le coût d'exploitation au sens statistique de ces véhicules. Julien, alors c'est vrai qu'on ne connaît pas le monde du transport routier, ça donne le vertige, que des plus, pas de moins. Concernant les postes, est-ce qu'il y a eu des postes qui ont évolué? On parlait notamment des énergies, du coût de l'énergie. Oui, même avant les énergies, là, heureusement que je connaissais déjà ces chiffres, sinon vous m'auriez vu petit à petit m'effondrer dans le siège et quitter en tomber. Mais effectivement, ce qui est vraiment à retenir dans tout ça, c'est que vous voyez, on parle que de hausse, mais c'est pas propre au transport. Il y a quand même beaucoup d'activités qui subissent l'inflation. Par contre, il y a quelques spécificités au transport quand même qu'il faut avoir en tête. On voit bien que quand même dans la constitution du prix de revient d'une entreprise de transport, on a finalement assez peu de maîtrise. Le gazole, on le subit. On peut parler des énergies alternatives, ça m'intéresse, ça peut être un sujet après. Mais le gazole, on subit, les infrastructures, on les subit, tous les postes, on a finalement assez peu la main. Et il y en a un qui est vraiment très particulier, on l'a dit, c'est la masse salariale conducteur, qui c'est entre 30 et 40%, suivant si on est en régional, en zone longue, etc. Mais c'est le premier poste de l'entreprise. Donc ça, première particularité. C'est celui... Avant tous les autres, en premier. Oui, c'est le premier poste d'entreprise. Et en plus, il interagit avec les autres. La consommation, elle est liée à ça aussi. Enfin, il y a des tas de sujets. Mais c'est le premier poste de l'entreprise. 1. 2, c'est celui qui, sur les 2-3 dernières années, a évolué le plus.
Je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Moi, j'ai toujours pensé que le métier n'était pas assez valorisé. Donc, je trouve ça plutôt bien. Il y a eu un effet de rattrapage. Mais en tout cas, on arrive quasiment à 20% d'évolution de la masse salariale. Sur un poste à 30-40%, je pense que vous pouvez vite calculer ce que ça pèse. 3. On le subit d'une certaine manière. C'est un taux conventionnel. Nous, on est au-dessus de la convention collective, mais bon, c'est un accord de branche. Ah, là c'est 5-4, il va y avoir un arrêté d'extension. L'impact sur l'allègement Fillon, ça pèse. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que sur ces 40% de notre prix de revient, on n'en a que très peu de maîtrise. Un conducteur, dans son temps, c'est à peu près 60% de conduite, 40% d'autres temps. Ça peut varier, zone courte, zone longue, mais retenons à peu près ça. Les 60% de conduite, quelle maîtrise de ça? Avoir la circulation, les bouchons, les difficultés pour stationner, etc. C'est compliqué. Et les 40% d'autres temps, la maîtrise de ça, elle n'est pas évidente, puisque déjà, c'est le conducteur qui le sélectionne. J'ai toute confiance en mes conducteurs, mais disons que ça peut être quand même un sujet. Et le reste du temps, ça se passe où? Ça se passe en temps d'attente au chargement, temps d'attente au déchargement, ça se passe dans des bouchons, ça se passe dans ces circonstances-là. Et ça, c'est difficile. Alors, c'est à la fois une contrainte, et en même temps, si on travaille bien avec nos clients, et ça doit bien être l'objet, on peut travailler sur des tas de coûts qui nous parasitent, qui prennent du temps et qui coûtent cher. À l'échelle de l'entreprise, vous voyez, on a à peu près 400 personnes, dont 270 conducteurs. Ça va assez vite à calculer que 5 minutes par jour par conducteur, ça pèse 100 000 € dans l'entreprise. Donc vous voyez bien, quand on voit un camion qui attend, quand on appelle, il y a un sujet quand même, là ça fait 2 heures qu'il attend, c'est des euros qui s'envolent, et les euros ils comptent beaucoup pour nous. C'est pas évident. Donc ça, c'est le poste le plus important pour nous. Et c'est probablement celui sur lequel on peut le plus collectivement agir. Et ça ne devrait pas s'arranger. On parlait de nouvelles énergies ce matin sur la conférence précédente. Par exemple, vous parliez des temps d'immobilisation des véhicules et notamment des temps autres que conduite pour le conducteur. Quand il va falloir recharger le véhicule électrique, quand il faudra... Non, le sujet environnemental, il a plein d'impacts. Avant, c'était assez simple. Hein. On achetait un véhicule gasoil, on avait plutôt notre marque préférée. On choisissait un peu la configuration du véhicule, mais c'était pas très compliqué. Là, maintenant, on a une vraie responsabilité sociétale et environnementale, et le transport fait beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Du coup, on doit dire que je prends quoi? Je prends du GNL, je prends du GNC, ça me permettra de faire du biogaz, de l'électrique, des biocarburants, en baissant bloqué, pas bloqué, gasoil. Donc d'un seul coup, c'est à la fois plus intéressant, plus complexe, on a un rôle à jouer plus important. Et en même temps, c'est pas facile. Alors non seulement il y a et c'est pas les mêmes coûts non plus, hein, l'énergie. Enfin, dès que c'est subventionné, finalement, assez miraculeux. Il se trouve que quand c'est subventionné, les prix augmentent naturellement. Bon, c'est parfois un peu surprenant, mais c'est comme ça. Et il y a aussi effectivement les prises de carburant. C'est pas pareil. D'un seul coup, le carburant, quand on le faisait à la maison, ça allait. D'un seul coup, est-ce qu'il faut avoir une station gaz, les recharges électriques, les coûts d'entretien sont différents, et la répercussion plutôt très aléatoire. Donc c'est un vrai défi environnemental pour le secteur, mais ça vient s'ajouter dans les difficultés qu'on a à gérer. Revenons sur le CNR, comment vous l'utilisez au quotidien. C'est notamment, je pense, sur tout ce qui est revalorisation tarifaire. Mais expliquez, il y a déjà beaucoup de transporteurs qui l'utilisent, mais pour tous ceux, les derniers, on va dire, qui n'ont pas utilisé encore les outils du CNR. Ça a été dit, on a la chance d'avoir un outil indépendant, reconnu par les transporteurs, reconnu par les chargeurs, et qui fait vraiment valeur de référence. Je le sais d'autant plus que, effectivement, moi ça fait 20 ans que j'avais eu la démarche volontaire, je vois Olivier qui est là, la démarche volontaire de nous inscrire dans l'échantillon du CNR. Donc là on est en zone longue, en zone courte, sur les énergies alternatives. Donc je sais à quel point c'est fait de manière scrupuleuse et avec la réalité de terrain. Donc les chiffres qui sortent, ils sont justes, et ils sont importants et ils sont utilisables. Pourquoi le CNR est important? Parce qu'on l'a dit, un quart de notre prix de revient, c'est le gazole. Et heureusement, depuis une vingtaine d'années, il y en a qui ne le font pas, mais c'est une obligation. Depuis une vingtaine d'années, c'est plus un sujet. C'est une obligation. On a un pied de facture gazole. Alors, quand on a des véhicules au gaz avec un pied de facture gazole, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était un peu compliqué à gérer. Mais en tout cas, il y a cette utilisation du CNR mensuellement qui est facile. On l'a dit aussi, la manière de justifier les revalorisations aux clients,
Ça a un peu changé sur les 3 dernières années. Avant, globalement, on allait voir le client, on dit bah, regardez le CNR, vous avez vu, il s'est passé, depuis notre dernière rencontre, il s'est passé 1%, 2%, on négocie, ça se passe comme ça. Sauf que les niveaux qu'on atteint là font que ça ne doit plus se passer comme ça. Et ça ne peut plus se passer comme ça, parce qu'on est à la fois obligé de regarder ce qui s'est passé et ce qui va se passer. On voit bien là, on est sur des estimations de l'année prochaine et peut-être des choses qu'on n'a pas réussi à avoir de l'année qui vient de se terminer. Donc c'est là que le CNR et les outils qu'il propose est absolument important, puisqu'on sait travailler sur un client, regarder quand est-ce que ça a été revalorisé, quel type d'activité ça fait. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, 2 choses qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on a beau avoir une connaissance très précise de notre coût de revient. Ça, on travaille sur le trinôme, on sait assez facilement avoir notre taux horaire, coût kilométrique et coût de structure. Particularité de notre métier, à part dans des activités vraiment en location dédiée et conducteurs, on travaille jamais à notre prix de revient. Et c'est bien là la grande difficulté, parce qu'on est un régulateur de flux. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah oui, s'il faut 1000 euros, si ça coûte 1000 euros de descendre de Lille à Marseille, normalement ça monte pas plus d'un côté que de l'autre, donc ça coûte la même chose. Et le même temps de conduite, ça coûte la même chose pour remonter, sauf que déséquilibre de flux fait que le prix de retour, il est vraiment très très bas, et le prix d'aller est bien obligé de compenser ça. Donc c'est ça la difficulté, c'est que sur un poste dont on a peu de maîtrise, on ne travaille jamais à notre prix de revient, et donc c'est un vrai défi en permanence de relever ça. Alors je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Donc à Olivier et Alexis. Alors moi j'avais une première question, parce que tous les résultats ce matin ont été présentés on va dire en glissement, en moyenne annuelle. Sur le site, je crois que vous présentez donc les résultats en glissement. Quelle est la différence? Alors, l'étude, on l'a fait depuis de nombreuses années. En effet, il y a 2 façons de mesurer l'évolution d'un coût ou d'un indice, soit en glissement de date à date, ou soit en moyenne annuelle. Donc en glissement, on va comparer la valeur d'un indice, et donc là en l'occurrence, par exemple, d'un indice de coût de revient hors carburant, en fonction de 2 dates, de décembre à décembre. Vas-y Alexis, si tu veux passer. Et en moyenne, on va faire la moyenne annuelle sur les 12 mois. Alors l'avantage de raisonner en moyenne, c'est qu'on va tenir compte, surtout quand on a des évolutions qui ne sont pas linéaires, on va tenir compte de tous les phénomènes sur la période. Quand on est en glissement, eh bien, on est tributaire de la date qu'on a choisie. Si on est dans une courbe en cloche ou en U, vous voyez, eh bien, on va comparer le début de la courbe avec la fin de la courbe, mais ce qu'il y a au milieu, on ne le saura pas. Voilà exactement l'explication. Tandis que quand on est en moyenne, eh bien, on va capter tous les phénomènes. Alors, on vous a fait une petite courbe. Vous allez me dire c'est un peu ancien, mais c'est une année qui marchait bien. Alors actuellement, on retrouve des courbes comme ça, mais de façon moins parlante. Entre 2007 et 2008, on voit bien que sur l'année 2007, l'indice CNR, longue distance ensemble articulé, évolue plus ou moins de façon linéaire, d'accord, avec peu d'évolution entre décembre 2007 et décembre 2006. Par contre, en 2008, c'est tout le contraire. On a une forte hausse au premier semestre et le deuxième semestre est marqué par un repli significatif de l'indice. Alors quand on raisonne en glissement entre décembre 2008 et décembre 2007, eh bien, on a une baisse importante de 3%. Par contre, en moyenne, eh bien, on a une hausse de 8%. Donc pour un exercice annuel comme dans notre étude, eh bien, on produit les deux méthodes. Sur notre site internet, vous pouvez faire des calculs personnalisés en choisissant à chaque fois votre point de départ, votre point d'arrivée. Vous pouvez aussi avoir directement en lecture directe, si vous avez un compte, je crois, des évolutions moyennes annuelles. Et c'est vrai que pour un exercice tel que nous le faisons dans notre étude, le calcul en moyenne paraît adapté pour bien résumer l'évolution des coûts sur l'exercice entier. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, Jean-Paul Muronac. N'hésitez pas. Tu veux que je te donne mon micro, c'est ça en plus? Tiens, Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Je voudrais des explications sur l'effet multiplicateur lié au salaire. Comment passe-t-on d'un salaire, d'une prévision de 3,1 une prévision de hausse de salaire de 3,1 à une prévision de plus 7? Alors je veux bien qu'il y ait l'histoire des charges, mais est-ce que vous pourriez un peu réexpliquer quand même? Alors, il y a 2 phénomènes. Déjà, il y a un phénomène de calcul. Peut-être tu veux revenir sur le slide. Il y a un phénomène de calcul en moyenne, c'est-à-dire que quand on est sur la moyenne, on tient compte de tous les paramètres. On est sur 12 mois. On n'y est pas. Vas-y. Voilà. Donc il y a toutes les moyennes qui rentrent en compte, sachant que l'année 2023
est marqué par une stabilité des salaires conventionnels et un impact en décembre de 5,4. Donc la courbe est relativement plate, donc relativement basse, avec une hausse en fin d'année. D'accord ? Donc quand on fait un effet moyen par rapport à 2024, automatiquement, comme la courbe est relativement basse entre janvier et novembre, il y a un impact qui est supérieur au 3,1. Donc ça paraît un peu abstrait, mais c'est ce qui se passe dans les chiffres. Après, il y a un effet qui est lié aux allègements Fillon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Plus vous augmentez le salaire, moins l'entreprise a d'allègement de charges, et automatiquement, plus le coût est élevé. Voilà. Oui, mais comme le SMIC va augmenter, l'effet Fillon va... Oui, mais ça, actuellement, on ne connaît pas les paramètres de SMIC et les autres paramètres de cotisation employeur sur 2024. Donc, comme on l'a dit, on retient beaucoup d'hypothèses conservatoires quand on ne sait pas, parce que l'important, c'est pas faire des prévisions au doigt mouillé, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'orthodoxe et de prudent. On est quelque part sur... Parce que le pire, c'est que c'est certainement des évolutions minimales, hein, ce dont on a parlé. Je crois que Julien a bien résumé la situation. Donc les paramètres de cotisation employeur et les paramètres comme le SMIC sont inchangés en 2024 dans nos prévisions. Sachant qu'en 2023, tu as une baisse de l'indice avec l'augmentation du SMIC. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation en janvier et en mai 2023 du SMIC qui ont fait baisser l'indice. Puisque quand tu augmentes le SMIC, automatiquement, là c'est le contraire, tu diminues les allègements et l'entreprise a un surcoût. Non, une économie, pardon. Tu augmentes les allègements, l'entreprise a une économie. Donc je me prends les pieds dans le tapis. Donc la courbe diminue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alexis, tu vas jouer le... micro, alors Tu vas jouer Stewart, pas l'hôtesse. De la chance. Hein. C'est Air France. Oui, bonjour à tous. Question. Vous êtes transporteur ? Oui, transport MTS à Bassins. Question. Donc vous nous annoncé un montant de 6 et quelques pourcents d'augmentation du coût de revient. Est-ce que vous avez un moyen de vérifier quelles ont été les augmentations passées par les transporteurs auprès de leurs clients ? Est-ce que vous faites une sorte de sondage ? Non. Non. Là, si je traduis bien votre question, monsieur, donc vous nous parlez des prix. Le CNR n'a pas le droit de parler des prix. Nous parlons des coûts d'exploitation ou des prix de revient, c'est un synonyme, mais on est observatoire des coûts. Et dans le droit français et européen, dans le droit de la concurrence, qui est très strict et qu'il faut tous respecter, on a interdiction collectivement de parler de prix de vente. Julien Depot d'ailleurs le signalait, c'est toute la difficulté. Le CNR est là pour vous donner des baromètres sur les coûts. On fait donc une partie du travail en tant qu'observatoire, mais il vous reste le plus dur, le travail commercial, le travail de traduire tout ça dans des prix. Et ça, c'est libre, c'est secret, on n'en parlera pas ici. Et il n'y a aucun organisme qui peut le faire, qui peut donner des statistiques là-dessus. Il y a une statistique qui est autorisée, c'est l'évolution des prix. Voilà. Et ça, c'est fait par le SDES. Julien, du coup, pardon Alexis. Non, tous les voilà. C'est donc je ne peux pas vous répondre pour cette raison-là. Je vous invite à regarder une étude qui sort tous les ans et qu'on attend, qui est faite par le bureau BP2R. Une fois par an, ils interrogent tous les transporteurs et pour savoir si les niveaux, justement, en pourcentage d'évolution uniquement, ça c'est communicable, ce qu'il y a eu l'année dernière et ce qu'ils pensent pouvoir obtenir l'année prochaine. Voilà. Et on attend sa publication. C'est quelque chose de très intéressant à suivre. BP2R, ils en parlent largement. Voilà. Julien, justement, par rapport à la négociation des prix, donc vous utilisez beaucoup les outils du CNR, oui. Concrètement pour les transporteurs qui sont finalement, ici. nous, prix de vente et coût de revient, c'est finalement assez proche. Sans chiffres. Hein, c'est assez proche. non, mais oui, on utilise beaucoup le CNR là-dessus. Et comme je dis, on est dans un phénomène de conjoncture en plus actuellement un peu difficile. Et c'est difficile pour nos clients. Et on le comprend. Et on a du travail à faire ensemble. Je disais sur la première variable d'ajustement, les heures, c'est un sujet qu'on peut travailler ensemble. Et je voulais juste ajouter quelque chose quand même.
Je ne sais pas trop à qui je m'adresse en fait. Je ne sais pas s'il y a des chargeurs, des transporteurs. Moi, je vois que des lumières en haut, probablement en bas. Et ceux qui sont transporteurs, levez la main, comme ça on va vous. Enfin, c'est pas très grave. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on a un métier qu'on fait avec passion. Ça, c'est évident. Il en faut pour le faire. On a un métier qui est hyper responsabilisant. On roule. On est sur la route, on est sur le domaine public, après on est en coactivité chez nos clients, donc la sécurité c'est un sujet du quotidien, la formation de nos conducteurs, l'embauche qui a été difficile, ça s'est un peu détendu vu l'activité, mais l'embauche c'est difficile, le vrai défi environnemental qu'on a relevé dans un secteur où très capitalistique avec des faibles marges, et ben ça vaut quelque chose, et on a tous la responsabilité de faire en sorte que notre métier puisse durer dans les meilleures conditions. Et je trouve qu'on mérite plus que d'être une simple variable d'ajustement entre le coût copie et la machine à café. C'est important de soutenir nos entreprises de transport pour qu'on puisse continuer à faire notre métier. Petite anecdote, je me souviens dans les revalorisations qu'on avait il y a 2 ans, quand on essayait de passer on a le droit de parler du passé. Hein. Donc il y a 2 ans, on essayait de passer 7%. Enfin, c'était en tout cas l'objectif de départ. C'était un peu ce qu'on a subi et ce qui a été mesuré par la suite d'ailleurs. Et quand on allait voir les clients, qui étaient plutôt des gros faiseurs, importateurs, ils disaient ça commence à nous coûter cher le transport. On vient déjà de faire 7 aussi avec les conteneurs maritimes. Bon, sauf que c'était un x7. C'est 700%. Nous, c'était juste un 7%. Mais on pèse pas grand-chose, quoi, finalement. D'un seul coup, les conteneurs étaient passés avant. Là, c'est descendu très bas. Donc, est-ce qu'on va récupérer ce qu'ils n'ont pas donné aux conteneurs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais soyons responsables, nous, entreprises de transport, pour bien se dire que notre métier il vaut quelque chose. Et s'il y a des clients, chargeurs, peut-être même de l'entreprise, je le saurai bientôt, on me ressortira peut-être ce que j'ai dit, mais on peut aussi avoir un achat responsable. Suivant les activités, peut-être qu'on pèse et c'est important, je ne dis pas l'inverse, mais on pèse quoi ? Peut-être 5-10% dans le prix de revient de nos clients, suivant la valeur du produit, suivant la complexité logistique. Quand on parle de 1, 2, 3, 4, 5% de valorisation, pour un métier qui est aussi important dans les organisations et aussi responsabilisant, bah je trouve que le pourcent, il pèse peut-être plus, il est plus important pour nous que peut-être en face. Et on a le droit de le faire, mais tout en conscience que aussi chez nos clients, tout n'est pas facile. Et c'est pour ça que on a parfois beaucoup plus à gagner ensemble à travailler sur la partie organisationnelle. On peut des fois se battre pour 1 ou 2 ou 3% sur le prix, alors que simple fait de dire bah, attendez, vous nous demandez à livrer à 8h, c'est de la livraison urbaine, on a d'autres clients, est-ce que vraiment 7h30 c'est pas possible ? Regardez, quand même, vous mettez assez peu de caristes dans vos entrepôts, donc c'est de l'attente directe pour nous, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut pas travailler un peu là-dessus ? Est-ce qu'on peut pas optimiser les flux ? Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, et le transport de demain, eh ben, on l'écrit aujourd'hui. Alexis ? Oui, pour compléter, je trouve que l'exemple du maritime donné par Julien Depot est intéressant. On a tous entendu parler l'année dernière, CMA CGM qui a défrayé la chronique parce qu'ils ont gagné en résultat, je ne sais plus si des milliards ou des dizaines de milliards en un an. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en offusquaient. Ils en ont perdu. C'est parce que ces entreprises-là, sur des marchés hyper cycliques, peuvent en perdre autant les années qui suivent, les années d'avant. Donc les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent sur certains marchés, c'est nécessaire, c'est très risqué. Parfois on en gagne beaucoup et on peut en perdre tout autant. Et ça va ensemble. Sur le transport routier de marchandises, on est dans un secteur, on peut donner des généralités économiques quand même en tant qu'observatoire, qui permettent de comprendre. C'est donc très différent. Les chiffres sectoriels de résultats ça marche toujours entre 1 et 2%. Les mauvaises années, on est même parfois en dessous de 1%. Et quand ça flambe, on est à 2, 2,5. Voilà, c'est au maximum. On est entre 1 et 2% de marge à l'échelle du secteur. Donc quand il y a des chiffres d'inflation de 6 ou 7%, c'est mécanique. Structurellement, le secteur ne peut pas offrir ces hausses de coûts. Si les prix s'ajustent suffisamment, la prestation est toujours là. Si les prix ne s'ajustent pas, à l'échelle de quelques années, structurellement, ça passe pas. Voilà. Avant peut-être passer à d'autres questions, on a la chance d'avoir Olivier Poncelet, délégué général de TELEF. Justement, Olivier, vous représentez, on le sait, les entreprises de transport et logistique. Est-ce que justement, on le disait, c'était unique le CNR par rapport à d'autres pays en Europe.
Est-ce que justement, grâce aux outils, aux analyses du CNR, c'est quelque part une opportunité pour les entreprises? Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement. Et ça nous montre à quel point le CNR fait un travail qui est précieux pour la profession. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Merci Monsieur Delpaux pour cet appel à un achat responsable. On voit l'effet de ciseau dans lequel on va se retrouver très vite, maintenant dès début 2024, avec cette baisse d'activité, cette hausse des coûts. Et donc il va bien falloir faire cet achat responsable parce que sinon on va avoir des difficultés dans le secteur. Et compte tenu du rôle essentiel des transporteurs pour notre pays, pour la vie économique, l'ensemble des défis aussi dont on parle, de la transition écologique, qui vont entraîner aussi des surcoûts à moyen long terme. Je pense que cet appel à une prise de conscience, cet achat responsable est indispensable et j'espère qu'il va être entendu fortement et merci à Solutrans de pouvoir le relayer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, ça revient. Ce que je veux savoir, c'est que contrairement à ce qu'on disait en introduction, les autres pays européens, à nos connaissances, en tout cas, n'a pas de comité comme le CNR. Est-ce que c'est pas une opportunité pour les entreprises justement d'avoir un outil d'analyse, de s'en servir à bon escient en fait? C'est la grande force du CNR, c'est d'avoir cet outil de fiabilité, d'indépendance, de référence qu'il faut absolument qu'on réussisse à préserver collectivement. Pour qu'on puisse justement pouvoir aider les transporteurs à pouvoir aller voir leurs clients en disant voilà la réalité de mes coûts, voilà la réalité de ce que je suis en capacité de faire, et ensuite de trouver les bonnes solutions dans un dialogue avec les chargeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait juste une question sur les péages, c'est parce que ça nous est remonté, puisqu'il y a une hausse qui est affichée à 3% de mémoire, et on a cette préoccupation puisque dans les médias est évoquée une répercussion de la fiscalité qui pourrait être en augmentation sur les péages. Comment vous l'avez pris en compte? On a déjà commencé à échanger, mais peut-être que ça intéresse aussi la salle. Alors, ce cas a été évoqué récemment. Tout à fait. L'administration nous a confirmé quelque part qu'on était encore au conditionnel. Je crois que vous avez employé le conditionnel, c'est important. Les prévisions CNR, elles sont orthodoxes, comme je l'ai rappelé. Donc on a fait tourner vraiment le même modèle que les années précédentes. On est sur quelque chose d'une prévision minimale avec la formule d'indexation. On tient compte des 9 principaux réseaux, des réseaux ce qu'on appelle historiques. Leur formule, il y a d'autres formules, mais ça représente 90% du trafic autoroutier. On fait une moyenne nationale pondérée. Et on obtient, avec le dernier taux d'inflation communiqué par l'INSEE et les majorations, 3%. Alors, ce que vous dites, on l'a entendu dans la presse, déjà, ça concerne beaucoup les véhicules. C'est pas du poids lourd, nous on est sur une estimation poids lourd, ce sera plutôt des véhicules particuliers, et on est encore au conditionnel. Et dans nos prévisions, on essaye d'être le moins possible au conditionnel et dans du factuel minimum. Voilà. Donc, si je reformule bien, dans ces chiffres, il n'y a pas les hypothèses de taxes supplémentaires. Il y a le contractuel, retraité par le CNR pour l'avenir, ça reste une hypothèse. En général, on est juste à 1 ou 2 dixièmes quand on fait cet exercice tous les ans. Et il faut bien préciser, donc Olivier l'a dit, c'est spécifique poids lourd. Donc parfois, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas reconnus par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias grand public qui vont communiquer sur une inflation des péages générale ou spécifique aux véhicules légers. Et nous, là, on vous donne des chiffres spécifiques poids lourd. Dernière question. Non? Alors un mot de fin peut-être? Volontiers, oui. Alors, Monsieur le Président. Directeur seulement. Le président, c'est Jean-Pierre Sancy, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, tout ce que vous avez vu là, ce sont des diapos, on en parle à l'oral, c'est difficile de donner tous les détails, mais comme je vous ai dit, on est très transparent, donc pour avoir vraiment les détails écrits, je vous invite déjà à lire l'étude qui est publiée sur le site du CNR, www.cnr.fr. C'est important, si vous voulez regarder ça avec attention, vous trouverez notamment aussi tous les facteurs précis, toutes les hypothèses écrites avec les sources, et puis aussi les résultats en glissement si vous préférez. Pour mesdames, messieurs les journalistes, l'étude est en salle de presse, on en a imprimé quelques exemplaires, si vous les premiers qui vont en salle de presse en trouveront, on en a mis quelques-uns, et puis pour aller encore un petit peu au-delà, rappeler tout le dispositif d'information qu'il y a sur le site du CNR pour parler d'évolution des coûts. L'outil le plus naturel, le plus universel pour traduire l'évolution des coûts, ce sont des indices de coûts, les indices d'évolution des coûts. Si vous allez sur le site du CNR et vous trouverez
tous les postes qu'on a vus là, type maintenance, conducteur, vous allez les retrouver tout au long de l'année, tous les ans, depuis des décennies. Vous trouvez l'évolution mois après mois. On est à terme échu. Vous allez, début novembre, vous avez déjà l'évolution, l'indice d'octobre. Et cet indice d'octobre, vous le comparez avec ce que vous voulez sur plus de 20 ans. Ça veut dire que vous pouvez, tout un chacun peut se faire ce type de travail pour déjà à une période qui lui est propre par rapport à son analyse, parce qu'on prépare une révision tarifaire, parce qu'on est sur en général ou parce qu'on est avec un client en particulier. Où on compare avec son analytique, on veut se benchmarker, voir où on a été performant sur certains postes, voir là où il y a des efforts à faire. Ça peut servir à tout ça, ces indices. Et surtout, vous les prenez sur les périodes que vous voulez. Sur une période qui ne va pas forcément durer 1 an, qui peut se faire à n'importe quel moment dans l'année. On peut être sur 9 mois, on peut être sur 2 ans, si vous n'avez pas fait en fonction de la situation. Et à n'importe quel moment dans l'année, c'est possible. C'est un travail assez simple à faire sur les séries indiciaires. À chaque fois qu'on publie chaque année, on fait chaque mois sur les indices, vous avez aussi un petit document qui fait 1 page qui s'appelle « Commentaire évolution des indices » qui permet de retrouver, on redonne les évolutions principales à 1 mois, 3 mois, 1 an en glissement et en moyenne annuelle pour simplifier le travail, mais surtout on donne les explications. En quelques mots, en dessous de chaque facteur, on dit pourquoi ça a bougé. Avec ça, vous pouvez vérifier les chiffres sans aucun problème. Ensuite, vous pouvez aller sur un simulateur. Il y a un simulateur qui fait tous les calculs à votre place. Avec ce simulateur, là aussi, vous choisissez très simplement le mois de départ et d'arrivée. Tout est possible. Vous mettez en glissement ou en moyenne annuelle. Vous choisissez un poste ou plusieurs postes que l'on peut combiner avec des pondérations. Et ça se calcule tout seul. Voilà. Beaucoup d'outils, n'hésitez pas à les utiliser pour adapter. Là, on est sur quelque chose pour faire sectoriel, qu'on fait à un moment où c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de revalorisation tarifaire en fin d'année. Mais voilà, il faut le faire à tout moment et il faut se l'approprier, je dirais, de la part des transporteurs ou des clients. C'est public, tout est gratuit et public là-dessus. Et vous l'appropriez pour avoir des chiffres le plus maison possible. Merci. Merci à tous. Merci à tous et merci à Solutrans d'avoir permis au CNR de vous présenter ces chiffres.